Donc on se retrouve ici pour la dernière partie de ce chapitre 3, hein, non pas 2. Hein. Donc ici, j'espère que vous avez eu le loisir d'essayer de voir comment on pouvait indiquer donc, que le phénotype immunitaire finalement évoluait tout au long de la vie et par quel mécanisme. Donc ici, si on part de la molécule d'ADN de départ, et le fait que dans les lymphocytes, on a des recombinaisons génétiques originales, eh bien ici on part tout simplement effectivement du génotype, hein, et ça c'est le paradoxe génétique qu'on avait vu dans le chapitre précédent, à savoir que ce sont, en fait on a très peu de gènes, 30 à 40 000 gènes, hein, qui peuvent coder des possibilités absolument gigantesques de récepteurs. Donc on avait vu, hein, c'est dû à la recombinaison, hein, des recombinaisons de gènes à l'intérieur des lymphocytes. Et du coup, ici, ce qu'on a, c'est la construction à partir du génotype, hein, de la diversité des récepteurs, c'est-à-dire donc du répertoire immunitaire. On a vu, hein, le répertoire immunitaire, c'est l'ensemble finalement des récepteurs LB, LT. Et on peut y adjoindre, bien sûr, hein, les récepteurs PRR des phagocytes dans la réaction innée. À partir de ce moment-là, on a deux types de cellules, de lymphocytes. On a des lymphocytes qui ne vont pas réagir, qui seront pas autoréactifs, donc qui vont pouvoir s'aventurer dans des réponses immunitaires. Et puis on a un deuxième ensemble de lymphocytes, hein, des clones, ce qu'on appelle les clones autoréactifs. Alors eux, on l'a dit, hein, ils vont subir donc une élimination. Et s'il y a défaut d'élimination, eh bien, ça peut ramener à des maladies qu'on dit auto-immunes, maladies dans lesquelles, hein, les lymphocytes vont se retourner contre les cellules de l'organisme. Pour les autres clones, pour les clones qui ne sont donc pas autoréactifs, on a dit, hein, qui pourront s'aventurer dans la réponse immunitaire, deux possibilités. C'est l'environnement naturel qui va donc amener des contacts antigènes-organismes. Donc ça, c'est une sélection qu'on pourrait appeler une sélection naturelle. C'est les sélections clonales qu'on a vues, hein, lors d'infection, lors de contamination. Et, bien sûr, si l'environnement est artificiel, le contact peut être artificiel mais tout à fait réel. Et on va parler donc de sélection artificielle. Et tout ça va donc mener à des clones de LB et de LT, hein, de spécificités différentes, hein, actifs à un moment donné dans la défense immunitaire, dont les LB et les LT mémoire. Voilà comment se définit, hein, ce qu'on pourrait appeler l'évolution du phénotype immunitaire. Alors le bilan, hein, le bilan que j'imagine vous avez eu le loisir de lire. Donc comment évolue le phénotype immunitaire? Eh bien, ici, on reprend la notion donc au cours de l'immunité adaptative de la mémoire immunitaire qui se crée avec CLB et CLT à longue durée de vie. Donc déjà au cours de la vie de l'organisme, des LB et des LT mémoire vont au gré des infections successives apparaître. La vaccination qui déclenche donc une telle mémorisation et donc la production aussi de LB et de LT mémoire qui vise donc à protéger l'organisme dans le futur contre de nouvelles agressions, de nouvelles contaminations. Et donc, l'idée que le phénotype immunitaire évolue donc au gré, hein, des expositions aux antigènes, hein, naturels et artificiels. Alors, je vous avais dit, hein, on va essayer de faire un petit point sur le sida, qui reste une pandémie majeure, hein, quand même sur Terre, hein, puisque depuis les débuts de la pandémie, on a plusieurs dizaines de millions de personnes qui sont mortes, hein, dans le monde, et une maladie qui
je pense que vous en avez tous conscience, hein, qui reste donc incurable, même si depuis pas mal d'années maintenant, dans les pays essentiellement développés où une thérapie existe et est disponible pour les patients, qui reste quand même une maladie mortelle dans énormément de pays. Bon, on va en rediscuter. Alors, le sida, donc, c'est d'abord un effondrement des défenses immunitaires. C'est une maladie, mais qui va provoquer l'effondrement du système immunitaire. Pourquoi? Alors, ici, on voit sur cette image au MED, hein, microscope électronique à balayage, qui rend le relief, hein, je vous rappelle, contrairement à ici au MET, microscope électronique à transmission, où on a uniquement on a les vues à plat, en fait, sans relief. Donc les virus sont des petites capsules hein, protéiques qui possèdent ou non une enveloppe. Hein, donc ici le VIH, hein, le virus de l'immunodéficience humaine, qui est le VIH qui provoque le sida, donc possède une enveloppe hein, qui, on va le voir, est empruntée finalement aux cellules qui l'infectent. Et cette enveloppe possède de petites protéines qui servent de porte d'entrée dans l'organisme, comme vous l'avez sûrement vu dans l'évaluation que je vous ai donnée. Donc ici, en fait, on a des petites particules virales, des virus, hein, ici, au contact donc d'un lymphocyte T4. Pourquoi un lymphocyte T4? Eh bien, tout simplement parce que ça va être la cible privilégiée du VIH dans l'organisme. Certains macrophages aussi, mais la pathogénicité et la dangerosité du VIH vient du fait que c'est surtout les LT4 qui sont touchés. Donc ici, cette image assez exceptionnelle, hein, grossie 300 000 fois, hein, où on voit les particules virales donc, qui sont accrochées à la membrane plasmique du lymphocyte T4. Le reste, vous le connaissez, hein, cette fixation, cette adhésion va provoquer en fait une fusion de la membrane de l'enveloppe virale avec la membrane plasmique et la libération donc du matériel génétique de la cellule. À partir de ce moment-là, le matériel génétique du virus hein, va venir fusionner avec l'ADN de la cellule. Au passage, comme c'est un rétrovirus, il s'agit ici d'ARN. Donc il faut toute une étape hein, où le virus va coder, hein, mais dans la cellule, va coder la rétrotranscription de l'ARN en ADN viral pour que cet ADN viral puisse venir s'insérer dans l'ADN de la cellule. À partir de là, au bout d'un temps très très variable en fonction des patients, cet ADN viral va se réexprimer sous la forme d'ARN viral et recomposer en fait toutes les protéines virales. Donc ici il y a une production massive de protéines virales qui va être à l'origine de nouveaux virus hein, qui vont fusionner à la membrane ici à l'envers et qui vont emporter avec eux hein, une partie de la membrane plasmique de la cellule, plus les protéines virales, c'est ce qu'on appelle donc l'enveloppe. Donc ici on voit l'adhésion, la première étape, et ici on voit en fait le bourgeonnement. Une cellule infectée produit environ 1000 nouveaux virus hein, avant de mourir. Hein. En phase terminale de la maladie, l'ensemble des cellules infectées de l'organisme peut produire jusqu'à 10 000 milliards de virus en 24 heures, ce qui est un chiffre absolument gigantesque, hein, sachant que nous ne sommes constitués que de 100 000 milliards de cellules. Nous, je vous laisse imaginer ce nombre astronomique. Alors, ça c'est pour la partie donc biologie cellulaire moléculaire. En fait, dans les faits, et en immunologie, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, on va avoir 3 phases dans la maladie. Alors ici, vous avez 2 choses en ordonnée, hein, la charge virale dans le sang, qu'on va pouvoir suivre en vert, et une deuxième ordonnée, donc ici en rouge, on va pouvoir suivre le nombre de lymphocytes TCD4 dans le sang. En fonction du temps, sur une échelle qui n'est absolument pas linéaire, puisqu'ici on est à l'échelle des semaines, puis on a coupé l'échelle hein, pour la rendre ici en années.
Donc ce qui va se passer, c'est dans le temps, à partir de la contamination, hein, virus du sida, virus du VIH, dont on rappelle hein, qu'elle se transmet donc par les relations sexuelles hein, et l'échange direct de sang. Voilà. Et puis il y a une troisième voie aussi, c'est la barrière placentaire, mais sans que ce soit, et heureusement, un cas automatique, hein, et heureusement, hein, en l'absence de traitement, je crois qu'on était resté à 20% de transmission transplacentaire, hein, donc mère-enfant, au cours de la grossesse. Ces chiffres ont bien diminué hein, avec les traitements rétroviraux. Donc ici, on a une première infection, une primo-infection, pardon, qui va durer quelques semaines, dans laquelle la charge virale, hein, le nombre de virus dans l'organisme, va terriblement augmenter en très très peu de temps, en quelques semaines, au détriment, bien évidemment, des lymphocytes TCD4. Là, on est exactement dans ce mécanisme. Hein. Le virus adhère, il se réplique à l'intérieur de la cellule en utilisant le métabolisme de la cellule et il bourgeonne. Donc ça va tuer tout simplement des CD4. Mais le système immunitaire de l'organisme va se mettre évidemment en marche et on va assister à une réponse immunitaire. Une réponse immunitaire avec production d'anticorps qui va neutraliser les virus qui circulent et une réponse immunitaire avec les LT cytotoxiques qui vont combattre les LT4 infectés. Mais il va s'établir un équilibre à un moment donné et la charge virale va arrêter d'augmenter, mais même rediminuer. Et le nombre de LT4 va naturellement réaugmenter. À partir de là, suite à la primo-infection, on va passer dans ce qu'on appelle la phase asymptomatique. C'est-à-dire que la maladie, le virus est présent dans l'organisme, mais on va avoir en fait toute une phase où il n'y aura plus de symptômes. Cette phase peut durer de quelques semaines, quelques mois, à quelques années, voire très longtemps. Et il existe des patients, très rares patients, qu'on a justement sollicité pour la recherche, hein, qui n'ont jamais développé la dernière phase de sida déclarée. Alors, bien évidemment, à partir du moment où il y a réponse immunitaire, ici, il y a une séropositivité, hein, puisqu'il y a une séroconversion, hein, les LB ont été sélectionnés, ils fabriquent des anticorps anti-VIH, donc il y a une séropositivité qui s'installe dans les premières semaines, et qui va durer hein, jusqu'à la fin, évidemment. Notez que, avant de pouvoir faire un test VIH, hein, il faut observer ce qu'on appelle une fenêtre sérologique, hein, c'est-à-dire qu'une personne qui aurait un rapport sexuel à risque à un moment donné, un jour J, ne peut pas aller faire son test VIH le jour J2, J3, J4 après le rapport. On est bien d'accord qu'il faut le temps pour l'organisme de fabriquer les anticorps. Alors bien sûr, il existe aussi des tests génétiques qui vont nous permettre de ne pas attendre 2 à 3 semaines, mais nécessairement, il y a quand même une fenêtre sérologique hein, d'une semaine au moins, je crois, en test génétique qui doit permettre de révéler cette présence. Donc l'individu peut très bien avoir fait une séroconversion, c'est-à-dire être séropositif, sans que ça se voit. Donc il faut bien avoir en tête qu'avant de faire un test, il faut attendre le temps nécessaire pour que le test puisse se révéler. Voilà, et c'est un petit peu aussi toute la problématique hein, pour toutes les maladies virales hein, et les tests concernant les maladies virales. Donc ici, la phase asymptomatique pendant laquelle eh bien, le taux de LT4 va peu progressivement descendre au cours de la vie. La charge virale, elle, reste contenue même si elle augmente légèrement. Mais ici, rappelons-le, il n'y a pas de symptômes, tout simplement parce que le taux de CD4, ici, qui est au-dessus de cette valeur-là, cette valeur seuil, en fait, hein, dans le sang, eh bien, reste efficace. Tout se gâte au moment où, en fait, l'individu va sortir de cette phase asymptomatique et
passer en phase de sida déclarée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et pour une raison qui reste quand même très obscure encore aujourd'hui, il se trouve que ce cycle rétroviral, puisqu'il s'agit d'un rétrovirus ARN, ce cycle rétroviral en fait, qui est plutôt contenu pendant la phase asymptomatique, eh bien, va s'avérer très, très important. Hein. Le nombre de cycles va augmenter, et le nombre de virus libérés hein, à chaque fois va augmenter. Pour une raison, donc, je répète, hein, qui est relativement obscure aujourd'hui, surtout que les temps de phase asymptomatique, hein, la durée des phases asymptomatiques chez les patients est extrêmement variable. Donc une phase de sida déclarée au cours de laquelle donc, le virus va reprendre une multiplication très très intense, donc le nombre de virus va à nouveau augmenter de façon très importante, et nécessairement, vous vous en doutez, le nombre de LT4 va lui baisser. À partir de ce moment-là, il y a une corrélation en fait entre la quantité de lymphocytes TCD4 qui sont produits en fonction du temps et les maladies qui vont commencer à toucher les patients. Vous avez, j'imagine, bien en tête hein, qu'il s'agit ici de maladies qui sont parfaitement bénignes pour le commun des mortels, puisque pour le commun des mortels, ces agents pathogènes ne produisent généralement pas de maladies. C'est-à-dire que l'organisme les combat. Hein. Quand l'organisme, le lymphocyte TCD4 est présent, la réponse immunitaire se fait, donc il n'y a pas de souci. Et donc ici, on va aller de plus en plus vers une accumulation en fait, de maladies dites opportunistes, c'est-à-dire des maladies qui profitent en fait, de l'immunodépression engendrée par l'effondrement des LT-CD4. Donc au final, le patient va décéder d'une maladie qui est bénigne pour le commun des mortels, voire de plusieurs syndromes à la fois. Alors, cette maladie met tristement en lumière ce fait, hein, c'est qu'en attaquant uniquement les LT-CD4, eh bien l'organisme touche en fait au fondement même de la réponse immunitaire acquise. Vous avez tous en tête hein, le rôle très important et le rôle pivot du LT-CD4. Je vous rappelle que sans LT-CD4, des LB qui se seraient activés ou des LT qui se seraient activés par reconnaissance directe ou indirecte de l'antigène, eh bien, ne pourraient pas passer en phase de prolifération ni en phase de différenciation. Et donc en mettant à mal les LT-CD4, ces LT-CD4 ne peuvent plus produire d'interleukines à destination des LB et des LT activés et la réponse immunitaire ne peut donc plus avoir cours. Voilà. Donc je pense que sur Internet, hein, vous trouverez des bilans tristement célèbres hein, du virus donc, du sida, qui en 40 ans, hein, je rappelle que l'épidémie a commencé donc, au tout début des années 80, a tué plus de 20 millions de personnes dans le monde, hein, et que ça continue, avec des continents plus ou moins touchés et des pays plus ou moins touchés. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il existe bien évidemment aujourd'hui des médicaments hein, qui consistent donc à lutter contre le virus, qui consistent à lutter contre toutes les phases en fait, du cycle rétroviral. Alors on appelle trithérapie un ensemble de médicaments en fait, qui constituent donc 3 thérapies différentes. Hein. On lutte contre en gros l'entrée du virus, son intégration au génome et le bourgeonnement. Voilà. Donc, pour faire simple, hein, des trithérapies hein, qui associent donc des médicaments. Alors il faut rappeler que ces trithérapies donc, coûtent très cher. Ce n'est pas le souci qu'elles coûtent très cher. En France, le souci, c'est que, ou dans les pays développés, le souci, c'est que ces trithérapies sont très peu disponibles dans énormément de pays où le sida continue donc à faire des ravages. En France, il faut rappeler que ces trithérapies causent des effets secondaires chez pas mal de patients et que du coup, l'idée qu'on pourrait vivre très simplement et de façon assez détachée, dégagée
du virus du sida est une idée assez vraie pour beaucoup de patients, mais c'est une idée en fait qui est assez fausse pour un certain nombre d'entre eux qui ont des effets secondaires relativement importants. Bien évidemment, ils préfèrent, ils sont obligés, ils sont obligés de supporter les effets secondaires plutôt que d'avoir les effets délétères d'une maladie qui courait à son terme de toute façon. Voilà, donc ce qu'il faut rappeler, c'est que ce virus du sida donc, est une épidémie toujours en cours, une pandémie toujours en cours, pour laquelle il n'existe aucun traitement qui guérisse hein, le patient, clairement, ça il faut bien l'indiquer, l'individu reste séropositif, même si il est vrai, on a quasiment des charges virales nulles hein, avec certains patients et certaines thérapies, donc c'est énormément d'espoir. Je crois que le message à passer, c'est quand même que c'est une maladie dont on ne guérit pas forcément et qu'on peut extrêmement facilement combattre, vous le savez, par les protections habituelles, hein, donc, que sont le préservatif. Voilà. Voilà, on pouvait faire ce point-là. Donc je vous avais fait vous avez donc proposé ce bilan hein, sur le point SIDA. Donc ce qu'il faut savoir, peut-être retenir, hein, donc le virus du SIDA est un rétrovirus, VIH. Il infecte les LT4, donc le pivot hein, de la réaction immunitaire. La maladie présente 3 phases caractéristiques. La primo-infection, la phase asymptomatique et la phase de SIDA déclaré, pendant laquelle donc, le taux de LT4 va chuter dangereusement. Et au-dessous de 200 cellules par millimètre cube de sang, on considère hein, qu'on est en phase critique et les maladies opportunistes se développent. Le VIH doit son aspect inéluctable au fait qu'il infecte le pivot de la réponse immunitaire adaptative, hein, les LT4 annihilant la réponse adaptative contre toutes les maladies, même bénignes. Et des trithérapies existent pour limiter l'évolution de la maladie, mais rien ne la guérit. Ces trithérapies s'attaquent aux différentes phases de la multiplication virale. Voilà. Dernier point, il existe quantité d'articles extrêmement intéressants, documentés et très sérieux sur les origines hein, du sida. Ce n'est pas le point du cours là, mais je pourrais répondre éventuellement à des questions là-dessus si vous en avez. Puisqu'évidemment, toutes les théories complotistes hein, ont bien sûr eu cours hein, concernant le sida. Alors, c'est pas une nouveauté hein, avec le Covid-19, hein, le SARS-CoV-2. Voilà, des théories complotistes ou des théories méfiantes ont toujours eu la belle vie concernant ces pandémies et ces virus. Voilà, ça fera peut-être l'objet d'une vidéo éventuellement qu'on pourra faire. Voilà. Bah, écoutez, bon travail, bonne révision et à bientôt pour les questions. Au revoir.